Quels sont les dossiers à mettre en PEA en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue avec notre vue de la côte française. On va partir de Vielle et compagnie. On va aller jusqu'à Séché Environnement. On va voir De Richebourg, Lectra, Vetoquinol, Frey, Altarate, Savencia, Manitou, Pierre et Vacances. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie de l'entreprise, la market cap, croissance du chiffre d'affaires, valorisation en termes de flux, valorisation en termes d'actifs tangibles, la rentabilité, le levier financier, le rendement du dividende, free cash flow, bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Premier dossier de la liste, c'est Vielle et compagnie. C'est un dossier value qui est dans le fonds France d'indépendance AM, plutôt dans les marchés financiers, c'est-à-dire qu'ils ont 3 activités. Alors la plus connue, ça va être Bourse Directe. Après, ils ont une activité de courtage en Suisse et une troisième activité, alors peut-être de assurance, je ne sais plus, il faut aller regarder. Donc ce dossier, la thèse d'investissement, c'est qu'il y a une décote par rapport aux participations. On ne la voit pas ici, mais il faut retraiter en fait ce qui est affiché. Il fallait voir dans les documents financiers quelles sont les valeurs des participations et par rapport à la market cap d'entreprise. Et normalement, il y a une décote. C'est pour ça que notre ami William Higgins est sur le dossier. En termes de métriques, en moins de 10 en PE, donc comme c'est financier, on va plutôt regarder le price earning et le rendement des fonds propres. Moins de 10 en PE, 25 en ratio en rendement des fonds propres, c'est excellent. Et un dividende à 3%, bien couvert par les free cash flow et les bénéfices nets. Très bon dossier, Vielle, donc ça se creuse plus en détail si vous êtes intéressé. De Richebourg, là on est plutôt dans une activité de utilities. Donc, initialement, leur activité principale, c'est le retraitement des métaux, donc le recyclage des métaux, mais ils font d'autres activités, ils sont multiservices, comme ils disent. Ils ont pris une participation dans Elior, dans la restauration collective. Je pense qu'ils ont vu une opportunité c'est plutôt on va dire, un investissement, un placement financier. Je pense pas qu'ils veulent prendre le contrôle, mais après, il faut voir ce qu'ils disent dans les rapports financiers, mais ils veulent, à mon avis, aider Elior à se redresser et profiter de ce redressement, puisqu'ils s'y connaissent bien en activité de service. Je pense que c'est ça la raison de cet investissement. Donc on est sur 1,1 milliard de market cap, une cap quand même, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. La valorisation est faible, 6 en VE sur EBITDA, moins de 10 en PE, moins de 6 en price to cash flow, c'est pas cher du tout. On avait une décote sur actifs tangibles il y a quelques trimestres, c'est plus le cas maintenant, puisque l'entreprise est en train de se redresser également. 7% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt correct, on va dire, pour une activité intensive en capital. 2,1 fois l'EBITDA en dette nette, la dette continue à baisser. Elle reste élevée, mais la trajectoire est très encourageante. Ils se sont bien désendettés par rapport aux 12 derniers mois, donc ça c'est bien. 2,2% de rendement du dividende, et on est sur 188 millions de free cash flow par rapport à 115 millions de bénéfices. Donc le payout ratio à 19% est bien couvert. Donc le dividende est bien couvert. De Richebourg également est dans le fonds France d'indépendance AM. C'est une belle recovery. Mais alors, ça continue à se retourner. Donc c'est très très bien. Je pense que c'est un bon dossier value à aller creuser plus en détail. L'Extra, on est dans le logiciel. Le logiciel appelé raisonnable, ce qui n'est pas la norme en général. 1 milliard 1 milliard de market cap, oui. 13-14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. 12 en VE sur EBITDA, 33 en PE, 12 en fast cash flow. À mon avis, il y a un impact non cash quelque part. Il y a une exceptionnelle qui a impacté les bénéfices nets, car les free cash flow sont quand même 3 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc il faut les regarder ce point-là. C'est pas très cher payé, je trouve. Il y a une bonne croissance. La rentabilité n'est pas exceptionnelle pour du logiciel. Dans le logiciel, quand on est leader, normalement, on veut un minimum à 10% de rendement des capitaux investis. Donc soit ça veut dire qu'ils ne sont pas leaders, soit ça veut dire qu'ils sont sur une niche qui n'est pas très rentable en réalité. 0,4 fois les l'EBITDA en dette nette. Pas beaucoup de dettes à signaler, 1,6% de rendement du dividende, avec des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, c'est soutenable. Ils vont pouvoir le monter assez sereinement, ce dividende, je pense. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Vetoquinol. Donc là, on est sur la pharmacie pour animaux. Activité très défensive, 1,1 milliard de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance. 8 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18 en PE, 15 en price sur free cash flow. Ça se paye raisonnablement. C'est pas value, mais c'est quand même pas très cher. Et alors que c'est une belle activité défensive. 9,2% de rendement des capitaux investis, c'est convenable. Cash net sur le dossier, donc c'est bien solide. 1,1% de rendement du dividende avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets et un payout ratio à 17%. Donc le dividende est soutenable à ce niveau également. Vetoquinol, ça se met en portefeuille. Ça se met en portefeuille, bien sûr, si vous êtes intéressé, si vous faites votre propre recherche comme d'habitude. Mais c'est du fonds de portefeuille assez sympa. C'est défensif, il y a toujours de la croissance, il y a un bon fonds de croissance, il y a une rentabilité qui est correcte. Le dividende, pour l'instant, il pêche un peu, mais il va monter sans souci par la suite. Donc ça se regarde. Alors, Frey et Altarate, analyse groupée.
comme d'habitude, c'est de la foncière cotée. Donc le problème des foncières cotées, c'est la dette. C'est énormément endetté ces choses-là. Pour les analyser, il faut regarder en fait, bon, combien se traite par rapport au free cash flow, enfin au cash flow ajusté, qui est une métrique spécifique au rate. Il y a pas de décote sur actifs tangibles sur les 2, il faut regarder donc quelle est la valeur de leur immobilier, au bilan et combien elle vaut sur le marché. Moi, je suis baissier, hein, sur l'immobilier français parce que les taux d'intérêt sont en train de monter et je pense que c'est une mauvaise idée de s'exposer à ce secteur. Allez, ensuite, on est sur Savencia. Donc là, on est sur une ligne qui est également dans le fonds France d'Indépendance AM, spécialiste du fromage, co-leader du fromage en France avec Unibel. On est sur une boîte qui possède voilà, beaucoup de marques de fromage différentes. C'est un ancien value trap qui commence quand même à se réveiller un petit peu, hein. 984 millions de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Il faut regarder comment ça se décompose. Est-ce que c'est volume, prix ou les deux? Je pense qu'il y a beaucoup de prix, hein, là-dedans parce que c'est pas un marché non plus qui est en forte croissance. Ça va être lié à l'évolution de la démographie en France, plus du pouvoir d'achat des Français, qui n'est pas forcément en hausse. Donc je pense qu'eux, ils arrivent quand même à passer des hausses de prix. Ils ont profité de l'inflation. On a 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 9 en PE et 7 en price free cash flow. C'est pas cher du tout, c'est value et vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. Alors, de quoi se proposer les actifs tangibles? Alors, on enlève les marques, puisque c'est de l'intangible, justement. On va avoir plutôt donc les stocks, donc tout ce qui est les intrants pour faire du fromage, les produits laitiers. Vous allez avoir les produits finis, vous allez avoir les usines de fromage, vous allez avoir aussi, à mon avis, le bétail qui est qui est compté là-dedans. Alors attention, du coup, ce sont des actifs tangibles qui se déprécient, hein, donc sur la durée. Mais donc, vous avez 20% de décote sur tout ça. Donc ça vous apporte une marge de sécurité. 5,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel comme rentabilité. C'est quand même intensif en capital, hein, je pense, mais c'est pas très c'est pas extraordinaire comme rentabilité. Une fois les EBITDA en dette nette, donc ça reste solide comme bilan. 2,5% de rendement du dividende, c'est intéressant. C'est pas très généreux avec les actionnaires, hein. 17,5% de rendement de payout ratio et les free cash flow plus élevés que le bénéfice net. J'espère qu'ils rachètent leurs actions pour les annuler, parce que s'ils le font pas, en fait, il y a quand même un manque à gagner pour les actionnaires là, hein. Le payout ratio est très faible, le titre ne bouge pas beaucoup, on ne réinvestit pas massivement dans l'activité. Peut-être qu'ils visent à se désendetter, c'est peut-être le cas, mais il faudrait peut-être qu'ils augmentent aussi le dividende, hein, ça pourrait être intéressant pour les actionnaires. Allez, ensuite, on est sur Manitou, le spécialiste du chariot élévateur. On est sur l'activité qui est cyclique, 977 millions de dollars de market cap, 5% de croissance de chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, après, c'est une croissance cyclique, hein, il faut regarder comment elle se décompose. 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE, 6 en price free cash flow. Donc, c'est complètement value. On n'a plus de décote sur actifs tangibles, il y en avait encore il y a quelques trimestres, mais c'est plus le cas. En plus, ce sont des vrais actifs tangibles, hein. Là, c'est du stock, c'est des produits finis, donc c'est du concret. On est sur, une fois les actifs tangibles, c'est quand même en soi une petite marge de sécurité. 10% de rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité, hein, pour une activité qui est intensive en capital. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette. Il y a un petit peu de dette, mais c'est en train de baisser tranquillement. Donc ça, c'est encourageant. 5,7% de rendement du dividende. Très bien. Après, je ne conseillerais pas cette boîte pour un rentier parce que c'est cyclique. Donc ce dividende-là, il est cycliquement haut. Ce rendement, il est cycliquement haut, mais c'est parce que les free cash flows sont en train de monter assez fortement. C'est pas dit que ça soit toujours le cas. 42 en payout ratio avec des free cash flows plus élevés que les bénéfices nets. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est soutenable. Manitou, c'est un beau dossier value. Séché environnement. On est sur le spécialiste de gestion de déchets. 953 millions de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples commencent à être élevés pour une boîte pour une activité qui est quand même pas high-tech, qui n'est pas non plus une boîte de croissance énorme, hein. Je pense qu'ils ont fait une acquisition, hein. Ça explique pourquoi la dette elle est à 3,3 fois l'EBITDA. C'est pas un problème cette dette puisque c'est des utilities, hein, des gestionnaires de déchets. Ils ont des contrats à long terme avec les municipalités, donc ils peuvent s'endetter à des taux d'intérêt préférentiels. Bon, donc du coup, ça se paye raisonnablement, mais ça commence à être un peu cher, je trouve. On est à 5,9 en rendement des capitaux investis, c'est pas extraordinaire. Donc beaucoup de dettes quand même. 1,1% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel et c'est pas très généreux parce que le payout ratio est à 26%. Donc sécher environnement, ça mériterait d'être soit ils se désendettent, donc après je pense qu'ils priorisent le désendettement, hein. C'est pour ça qu'ils ne versent pas un dividende copieux. Donc ils vont devoir d'abord se désendetter avant de commencer à remonter le dividende. Mais je trouve que c'est un peu cher payé pour l'activité que c'est. On conclut avec Pierre et Vacances. Donc Pierre et Vacances, c'est le spécialiste du tourisme, hein. Ils ont les Center Parks, ils ont les Pierre et Vacances, etc. en France. Alors, est-ce que ça s'étudie comme de l'immobilier? Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils détiennent leur immobilier ou est-ce qu'ils sont locataires de l'immobilier? Il faut aller regarder ça. On est sur 917 millions de dollars de market cap, 3,5, 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il faut se rappeler que ça inclut la période 2020-2021 qui a été un carnage, hein, sur la boîte.
Elle a d'ailleurs dû faire des augmentations de capital et elle a dû être recapitalisée, je pense. Je sais pas si elle a fait faillite. Bref, voilà, c'est pas une croissance, régulière de 3 hein. Là, c'est très, très cyclique. 8 en BE sur EBITDA, 104 en, ratio coût-bénéfice et 4 en ratio coût cash flow. Le ratio coût-bénéfice, il est très élevé, les bénéfices sont très bas parce qu'il à mon avis, il continue à passer des charges comptables, hein, suite à, on va dire, la faillite ou la quasi-faillite. Donc, on est sur un market capitalistique qui est à 8,4 je trouve ça convenable, hein, c'est pas mal. Alors la dette, soit c'est leur dette, c'est la vraie dette et donc c'est plutôt à étudier comme une foncière, parce que ça correspond à des endettements de foncière, hein. Soit ce sont des obligations locatives, dans ce cas-là, il ne faut pas la compter comme de la dette, il faut compter ça comme, des dépenses opérationnelles. Donc ce chiffre-là, il doit être, retraité. Donc à combien se trouve la dette, réellement pour, Pierre et Vacances? Il faut aller dans les rapports financiers pour, trouver la réponse. Moi, je pense qu'ils ne versent pas de dividendes et ils continuent à se désendetter, mais, ils ne sont pas endettés à ce niveau-là, hein. Pour moi, c'est une recovery, mais je pense que c'est encore un peu dangereux quand même, à jouer ce dossier. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans la liste? En fonction de son profil. Si vous êtes value, on peut aller sur Viel, on peut aller sur De Richebourg, on peut aller sur Saventia, on peut aller sur Manitour. Il y a de quoi faire quand même dans cette liste-là. Et si vous êtes plutôt croissance à prix raisonnable, on peut aller sur Lectra et on peut aller sur Vetoquinol. Le Vetoquinol, il y a quand même un petit peu de croissance, ça va être plutôt défensif comme profil, on va dire. Pas croissance à prix raisonnable, mais plutôt défensif. C'est cher environnement, je trouve ça un peu cher. Et puis les vacances, un peu trop risqué. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.